connaissez probablement déjà le jeu de société Dixit pour l'avoir déjà utilisé vous-même ou l'avoir déjà vu lors d'une rencontre de famille ou d'un dîner entre amis. C'est un jeu qui est notamment très connu pour ses cartes qui représentent des univers oniriques et qui sont très bien construites en faisant appel à notre imagination. Ce jeu de société est utilisé notamment à visée d'accompagnement par un grand nombre d'intervenants sociaux, de thérapeutes, parce qu'il est un outil, en tout cas un support projectif, qui peut être extrêmement intéressant. Et il y a notamment une personne qui en a fait une grande spécialité dans sa pratique, à tel point qu'il a conceptualisé ce qu'il appelle aujourd'hui le Dixist, c'est-à-dire la contraction entre le jeu Dixit et la pratique systémique. Il s'agit de Bernard Filleul. Donc dans cette vidéo, vous comprendrez comment est-ce qu'il en est arrivé à construire son outil à partir du Dixit, comment est-ce qu'il l'utilise, dans quelle philosophie d'intervention, et vous aurez même un exemple très concret. Je me suis moi-même prêté au jeu pour l'exemple, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la clochette des notifications si vous êtes intéressé par ce type de contenu, et on plonge tout de suite dans les origines du Dixist. En approche systémique, il y a... Pour ceux qui connaissent, il y a des objets médiateurs spécifiques qu'on appelle les objets flottants qui sont développés par deux Français, Philippe Caillé et Evelyne Ray. Et ça a été pour moi une belle rencontre de ces outils qui étaient réfléchis et qui avaient une particularité qui m'avait tout de suite séduite. C'est en même temps, c'est des outils extrêmement rigoureux mais qui contiennent toujours une part de flou. Et je pense que c'est entre autres ce qui fait l'originalité de ce type d'objet médiateur. Alors, on a plein de définitions sur ce que sont les objets flottants, parce que, en fait, c'est quelque chose qui est vivant, donc ça évolue, et d'ailleurs, dans leurs livres, ils invitent d'ailleurs les thérapeutes à créer leurs propres outils. Et ce que je trouve aussi assez touchant, c'est que je pense qu'ils n'avaient pas mesuré, alors c'est ma petite histoire, mais je pense qu'ils n'avaient pas mesuré l'impact de partager dans un livre les outils qu'ils avaient développés. Et puis qu'aujourd'hui, toutes les écoles d'approche systémique, il y a un module sur les objets flottants. On pourrait dire qu'un objet flottant est un objet médiateur, mais qu'un objet médiateur n'est pas nécessairement un objet flottant. L'objet flottant n'est pas, pour moi, un outil qui nous permet d'obtenir quelque chose qu'on ne peut pas obtenir de manière classique, verbale, y arriver d'obtenir ça au chausse-pied ou au pied de biche. C'est-à-dire, ça je ne sais pas, je vais prendre un exemple bateau, mais l'enfant ne parle pas, on va lui faire un dessin, comme ça il va parler. Pour moi, une première originalité, c'est qu'on doit partir d'une hypothèse de mise en travail. L'objet flottant, pour moi, il est au service du processus. Il n'est pas pour obtenir un résultat. Il est au service du processus et c'est le processus qui va permettre d'obtenir une forme de résultat, si je mets résultat entre guillemets, parce qu'en fait, il y a ce côté d'imprévisibilité, et je reprends cette phrase d'Edgar de Morin, la capacité d'appréhender l'imprévisible. Dans les objets flottants, on appréhende l'imprévisible. Parce qu'on a un outil, on sait comment on va l'utiliser, on connaît la méthodologie, parce qu'il y a une méthodologie, et cette méthodologie, elle doit être répétée, elle peut être répétée, elle n'est pas improvisée. Bien sûr, elle peut être adaptée, elle peut être aménagée, mais elle n'est pas improvisée. Plein de fois, on improvise sur le moment même, sa créativité s'exprime et tout d'un coup, pouf pouf, on fait quelque chose et on se dit « Waouh, ça c'est bien, ça donne quelque chose ». Il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans la rencontre. Et puis tu te dis « Tiens, ça a marché une fois, peut-être je vais essayer une deuxième fois, puis peut-être une troisième fois ». Et puis tu commences un petit peu à modéliser un peu ton truc, et puis en même temps, tu te rends compte qu'en l'utilisant avec cette manière-là, ça produit des choses différentes. Mais ça met en processus sur des dimensions, sur moi ce que j'appelle des directions. C'est-à-dire que dans l'objet flottant, on va se mettre en scène aussi. On va avoir la surprise, parce qu'il y a l'élément de surprise, l'imprévisible qui peut surgir, pas chaque fois, et c'est pas grave. Parce que si ça devait surgir à chaque fois, alors j'aurais un résultat et j'attendrais quelque chose. Ne fût-ce que d'avoir le « waouh ». Vous voyez, ce qu'on pourrait dire peut-être, si on reprend Guy Oslos, l'émergence de l'information pertinente. Ils perçoivent quelque chose qu'ils apprennent d'eux-mêmes grâce à l'outil. Mais si j'ai ça en tête et que j'ai cette intention-là, la plupart du temps, ça ne marche pas.
Ça nous met au travail et on apprend nous-mêmes puisque l'objet flottant il est au service du processus du système thérapeutique, celui qui est composé avec le thérapeute et la famille, ou la personne ou le couple. Donc il est au service de ce système et c'est le système qui apprend. Donc on peut aussi être pris par rapport à ce qui va se passer. On peut être surpris nous-mêmes, on peut être même décontenancé parfois par ce qui surgit. Et donc j'ai commencé à créer certains outils. Il y a la pyramide systémique que j'ai créée il y a des années, que j'avais laissé un peu de côté à un moment donné, puis qui est revenu et qui maintenant reprend un petit peu vie, deuxième vie. Comme quoi il y a des choses qui doivent mûrir aussi et prendre le temps. Et puis un jour j'ai rencontré un jeu de société magnifique qui s'appelle Dixit, que beaucoup connaissent aujourd'hui, qui est dans beaucoup de foyers, qui est partout dans le monde. La petite anecdote, c'est que je marche pour aller à mon cabinet à Bruxelles, et il y a un petit magasin de jouets sur le trajet. Et comme j'aime bien les jeux, je regarde la vitrine, et puis je vois une boîte de jeux. Et puis, il était très malin, hein, le monsieur, parce qu'il avait sorti les cartes et les avait mis quelques cartes devant la boîte. Et je regarde d'un air nonchalant, marchant, et puis mon œil voit quelque chose que mon esprit ne comprend pas tout à fait. Je fais encore quelques pas, je m'arrête, je me dis, mais j'ai vu quelque chose là. Mais je ne sais pas quoi. Je reviens sur mes pas, je regarde dans la vitrine et je fais, waouh. Je rentre dans le magasin, j'achète le jeu, je pars avec mon cadeau. Je vais à mon cabinet et j'avais une table basse avec un verre et évidemment quand je rentre, je déballe, je ne regarde pas le jeu, je regarde les cartes. Tu vois, je regarde toutes les cartes et puis je les mets en dessous de ma table et je me dis je vais faire quelque chose avec ça, je ne sais pas encore. Je pourrais raconter beaucoup mais c'est vraiment la rencontre avec un enfant qui m'amène au jeu et qui m'apprend comment on va jouer et comment grâce à lui, grâce à cette rencontre, il se passe quelque chose de différent. C'est un enfant qui a une histoire très difficile, qui a vécu ce qu'on appelle un rapt familial, qui a été récupéré dans des conditions très difficiles, etc., etc. Et donc c'est un enfant qui est présenté comme ayant des troubles scolaires, à la fois de grande agressivité et en même temps de moments comme ça d'apathie, de conformité, etc. Et très sincèrement, je ne m'en sors pas très très bien dans cette situation. Et c'est un enfant qui répond toujours très très bien à la commande. Hein, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et donc je travaille avec la maman surtout pour essayer de travailler sur ce trauma, travailler sur l'expression, entre autres, de symptômes de type agressivité, angoisse majeure et des choses comme ça. Et puis lui, il repère, parce que c'est un truc nouveau qui arrive dans le cabinet, il me dit « c'est quoi ça ?» Et je lui dis « ah ben ça c'est un jeu de cartes que je viens d'acheter. » Et il me dit « on peut jouer ?» Et là je fais le bon psychologue, je lui dis « oui, bien sûr qu'on peut jouer, mais d'abord je vais te poser quelques questions. » Et je pourrais m'étendre là-dessus, mais il a dû s'y reprendre à 3 fois pour me faire comprendre qu'en fait, il voulait jouer. Donc à un moment donné, je me dis, bon, Bernard, il faut que tu entendes quand même. Et on a pris les cartes. Et évidemment, j'ai une base avec plein d'objets médias. Et je lui pose des questions et très très vite, il se structure pour moi un peu quelque chose de l'ordre d'un photolangage, mais qui n'est pas vraiment du photolangage, etc. D'ailleurs, c'est un jeu qui est utilisé par beaucoup de professionnels comme photolangage ou comme support à la parole. Tout au cours de cette thérapie, je développe petit à petit la méthodologie de ce qui deviendra Dixit, donc pas le jeu Dixit, mais le Dixit systémique, et une méthodologie que j'affine au fur et à mesure parce que j'ai plein de propositions, mais je me rends compte qu'en fait, il y a des propositions qui sont des déclinaisons de la même chose. Ah, je me dis, mais si je veux aller plus loin là-dedans et que je veux essayer d'un peu condenser et rendre les choses opérantes, je me dis, mais il faut que je réduise le spectre des propositions et j'en tire, après presque 10 ans de travail autour du développement de l'outil, 7 directions avec lesquelles on peut travailler en individu, en couple, en famille, avec les équipes, en analyse de pratique, avec des groupes de parole, dans tous les secteurs différents, puisque la particularité, c'est qu'on ne travaille pas sur des problématiques, mais sur des mises en processus sur des niveaux différents. La méthodologie, elle est claire, et elle me rassure moi en premier. J'ai créé un manuel, et donc quand je joue avec les gens, je prends mon manuel, puis je lis mes consignes,
comme on le ferait avec un jeu de société. Un jeu de société, tu lis les règles. Donc le manuel, il te donne les règles, mais il ne te dit pas comment il faut jouer. C'est pour ça qu'en formation, un jour, il y a une dame qui me dit, il y a mon fils qui m'a dit, quoi, tu vas partir 3 jours en formation pour apprendre à jouer à un jeu de société, Dixit? Alors c'était très rigolo parce qu'effectivement, pendant les formations qu'on fait sur Dixit, par exemple, les gens apprennent à jouer et apprennent à utiliser ces règles, mais pas ces règles comme étant contraignantes, elles sont longues parfois. Si tu dois retenir ça, tu n'es pas avec les gens. Pourquoi retenir quelque chose qui est là? Tu lis la règle, tu poses, tu joues. Un sujet qui m'est cher, c'est comment travailler les émotions tout en le faisant dans la sécurité. Parce que tout le fruit de mon travail, en fait, l'idée de mon travail, c'est comment accompagner les gens en sécurité sans les exposer. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin nécessairement que les gens me disent le contenu pour pouvoir les accompagner. Donc, on va travailler les émotions, non pas de en quoi intellectuellement ça me rappelle une situation, mais on va travailler sur la mise en mouvement, dont je parle beaucoup, comment mettre en mouvement un mouvement émotionnel sans nécessairement devoir rationaliser les choses. Ça, c'est la carte émotion. La carte ressources, où tu as un problème dans une carte, et puis tu as une solution ou une piste de solution à ce problème dans la même carte. Et parfois, c'est exactement au même endroit. Il y a un jeu à plusieurs cartes qui va travailler sur un processus de vie, c'est-à-dire là, on a fait des cartes uniques, mais tu vas travailler sur la situation aujourd'hui, l'origine de la situation et le bon changement souhaité. Et là, ça fait référence à tout le travail d'Edith Austen-Tillmans par rapport à la notion du bon changement, avec l'utilisation aussi, si on complexifie, la baguette magique, les risques au bon changement, que j'ai appliqué dans une des procédures. Il va y avoir aussi le moi et le moi idéal, pas l'idéal du moi. Le moi et le moi idéal, c'est quoi? C'est la travailler de nouveau dans la mise en mouvement d'une perspective, d'une direction, comme le phare maritime qui te donne une direction, mais ce n'est pas ton objectif. Parce que si c'était ton objectif, il y aurait beaucoup de bateaux qui s'échoueraient sur les côtes. Mais ça donne une direction. Donc, c'est fascinant de voir que c'est pas facile à apprendre parce que tu as parlé, toi, et j'en parle aussi, ça m'a fait beaucoup sourire, de comment on apprend à conduire et que tout est d'une complexité, mais pas d'une complexité, d'une complication complexe, de tout décomposer et qu'à la fin, quand tu conduis, tu conduis en écoutant la radio, en discutant avec tes gosses, etc. Et en fait, tu te rends plus compte que tu manipules toute une série d'éléments. Donc les gens, quand ils commencent la formation, ils disent « Oh, tout ça à faire ». Mais d'abord, quand ils me voient faire, ils disent « Oh, ça va, hein ». Mais quand ils doivent le faire eux, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en fait, chaque fois, on peut retomber sur ses pieds parce qu'il va avoir autant d'attention par rapport à ce qu'on dit, mais à la manière dont on le dit, à la manière dont on est dans une qualité de présence à l'autre, dans une observation accrue, dans une écoute de ce qui se vit, pas uniquement de ce qui se dit, de ce qui se joue entre les personnes, parce que c'est un outil qui va pouvoir permettre aussi de vraiment travailler la circularisation de l'information au sein du système et de faire qu'on va travailler sur des niveaux de négociation, comme on pourrait avoir par exemple dans le jeu de loi où on doit se mettre d'accord pour choisir 10 événements. Moi, on peut se mettre d'accord pour choisir une carte, par exemple, sur telle chose ou telle chose. Donc on va travailler à des endroits différents, on va mobiliser les ressources d'une manière, je dis incroyable parce que chaque fois je m'émerveille. C'est ça le truc, c'est que je m'émerveille à chaque fois de ce que les gens peuvent produire avec la même procédure de cette direction-là. Et puis la chance que j'ai, c'est que comme j'ai tous les jeux, chaque jeu est illustré par des mondes différents. C'est un jeu, peut-être juste en dire un mot que c'est important pour moi, c'est un jeu qui a été créé par Jean-Louis Roubira, qui est pédopsychiatre, et à Poitiers, et qui a développé ce jeu d'abord au sein de sa pratique en institution avec les enfants, et puis il y a toute une histoire autour de ça, mais avec un copain à lui, pour finir, il crée la société Libellude, la société éditrice du jeu, qui aujourd'hui, je vous invite vraiment à aller le voir, parce que chez Libellude, on a beaucoup de jeux qui sont des jeux d'orientation, d'accompagnement. Il y a Feelings, par exemple, pour en citer qu'un autre, qui est vraiment très très chouette, qui est collaboratif aussi. C'est Dixit, on peut y jouer tel quel, avec les règles du jeu de société Dixit, en accompagnement aussi.
C'est comme ça qu'il a été créé au départ. Donc moi, je l'ai détourné un peu. J'ai montré mon travail à Jean-Louis Roubira. D'ailleurs, j'étais vraiment touché de tous les retours qu'il a fait. Il dit bah, « je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est génial ». Et on a commencé à comparer un peu notre vision des choses. La carte de l'humeur du jour en début de séance. 5 minutes. Une carte de travail, c'est 5 minutes. 5 minutes et tu mets une couleur à la séance juste avec une carte. Et ça peut se faire toutes les séances. C'est comme ça qu'avec ce garçon de dizaines d'années, on a à un moment donné réussi à ritualiser et faire qu'il rentrait dans les entretiens tout à fait différemment. Pas besoin de se protéger, d'être en défendu parce que c'était sécurisé. C'était époustouflant de voir par exemple tout un groupe de formation qui se met à résonner dans une émotion terrible avec une personne en face de toi qui est un monsieur qui est très comme ça, avec les larmes qui montent aux yeux, tout le monde, moi au même moment, complètement ému, pris par ce qui est en train de se passer et pas ce que je sais, je comprends. J'ai une famille, donc papa, maman, 2 enfants, d'accord, avec des âges assez proches, 9-11 ans, fille, garçon. À un moment donné, on est dans une dynamique de, si tu veux, d'isolement, chacun de son côté, une famille qui on pourrait dire, assez éclatée, individualiste, mais toujours dans les reproches des uns des autres, de ce que l'autre fait, de ce que l'autre ne fait pas, que ce soit des enfants vers les parents, des parents vers les enfants. Et je me rends compte que je suis pris dans cette dynamique-là, de manière très isomorphique, à travailler de manière, ce que j'appelle en rayonnage, où je suis happé par l'un ou par l'autre et que j'arrive jamais à toucher la dimension famille. J'arrive pas à m'affilier au système, parce que moi je dis toujours à mes étudiants, d'abord pour nous les systémiciens, le plus dur c'est de s'affilier au système avant de s'affilier aux individus. En travaillant avec les individus, ce qu'on fait c'est l'affiliation au système, et après on travaille les affiliations individuelles. En tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses. Et là je me rends compte que j'arrive pas à sortir de ce truc-là. Je suis, si tu veux, ballotté dans la dynamique par être l'avocat de l'un, qui devient du coup un peu le procureur de l'autre. Et je me rends compte que ça parle de ce qui se joue entre eux, mais de ce qui se joue moins avec eux. Et je me dis, bon, je leur propose, je dis, je voudrais vous proposer qu'on fasse quelque chose de différemment aujourd'hui. Je voudrais vous proposer qu'on fasse un petit jeu. Et ma proposition est la suivante, c'est que je vous propose qu'on joue un peu ensemble, et puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Ils me disent, bah oui, pourquoi pas. Alors, directement, si tu veux, je montre qu'il n'y a rien de dangereux. Je me lève, alors moi j'ai tous mes jeux qui sont là dans mon armoire, je prends mon manuel, je prends mon jeu, je prends ce que j'appelle le plateau de jeu, qui va être le cadre sur lequel on va jouer. Le plateau de jeu, c'est une feuille A3 que je pose. Je réfléchis, alors je me dis comment je vais faire pour que déjà en travaillant, ça va mobiliser quelque chose qui pourrait faire tourner. Parce que j'ai plein de manières de faire. J'aurais pu leur demander à tous en même temps, je leur donne les cartes, puis je leur dis trouvez-moi une carte qui parle de famille. Voilà, j'aurais pu faire ça, tu vois, travailler sur ce que Philippe Caillé et Evelyne Rey appellent l'absolu relationnel, le plus un, la dimension système, la dimension relationnelle qui constitue ce qu'est système dans sa dynamique. Donc je dis, ok, j'aurais pu demander ça. Puis je me dis, ça va pas aller. Je pense à Minuchin, structural. Le père, la mère, les enfants, où je vois que les places, rôles et fonctions sont mélangées, je me dis, tiens, ce serait peut-être plus intéressant de travailler d'une part avec le sous-système équipe parentale et avec le système fratrie. Je dis, ok, on va faire comme ça. Mais comment je vais faire? Est-ce que je vais commencer par l'un ou par l'autre? Donc tu vois, il y a déjà tout ce cheminement qui se fait, qui se construit, et qu'on apprend à stratégiser comment on va faire l'entrée dans le système avec le jeu, même si je vais avec une autre famille travailler tout à fait différemment, parce que ce qui se joue et ce que je ressens est différent. Mais c'est la même proposition. Et donc je demande, je dis pour finir, on va faire 2 groupes. Tout de suite, ce qui se passe, alors c'est un truc rigolo, c'est que un enfant veut aller avec un parent et l'autre enfant avec l'autre parent. Je dis, ah, ça va pas ça. Je dis, mais moi je vais vous demander un truc incroyable, c'est qu'on va faire un peu exceptionnel, mais je vais demander à papa et maman, asseyez-vous là.
grande fille, petit frère, assieds-toi là. On va jouer. Elle me dit, on va faire des équipes. Je dis non, on ne va pas faire des équipes. C'est ça le problème, c'est qu'avec mon jeu, on ne peut pas faire des équipes, mais on va jouer en équipe. Ils ne comprennent pas trop ce que je veux dire. Alors là, je leur demande en même temps aux enfants et aux parents de choisir en même temps, en se mettant d'accord, une carte qui parle de famille. Donc on a 2 cartes. Puis là, il y a tout un processus qui va se passer. C'est qu'on choisit la carte, c'est la première étape, puis on va explorer la carte. Et l'exploration de la carte, c'est tout un accompagnement de description de la carte. Alors la phrase dit « comme si j'étais un peintre qui voulait la dessiner ». Alors déjà, il y a un truc peintre et dessin, comme si j'étais un peintre qui voulait la dessiner. Un peu l'idée qu'il y a derrière, c'est comme si j'étais un peintre qui voulait faire une esquisse. Là, ils doivent se mettre d'accord, parce qu'ils d'abord, ils ont dû choisir, se mettre d'accord sur une carte, puis ils doivent se mettre d'accord comment ils vont faire. Comment on fait? Tu commences, je commence, et tout un jeu de négociation va se faire juste pour faire la description. Ce deuxième temps de Dixit, c'est extrêmement important, parce que dans ce deuxième temps, on va partir de la carte Dixit pour venir à la carte Dixiste, qui sera la représentation que je me fais de leur représentation de la carte, qui sera ni leur carte ni la mienne, mais quelque chose qui se co-construit entre nous. Mais les parents qui écoutent, parce que je commence avec les enfants, merci Maurizio Randolfi, qui écoutent, sont super intéressés de voir que les 2 gamins se mettent en train de discuter, en train d'élaborer ce truc-là. Eux, ils écoutent, sont intéressés, ils regardent leur carte. Parfois, je dis non, trichez pas, gardez votre carte. Ils décrivent, on fait la même chose des 2 côtés. Et donc, on a 2 cartes Dixit qui sont créées. Je n'ai pas vu la carte, je ne veux pas les voir, les cartes. Jusque-là, je ne les vois pas. Mais eux non plus, ils n'ont pas vu les cartes. Et puis, je vais leur demander de me dire en quoi cette carte vous parle maintenant de famille. Et là, on va avoir la phase d'exploitation, c'est-à-dire la mise en lien, la représentation, en quoi cette représentation te parle, qu'est-ce qui vient comme sens que tu vas mettre, comment la métaphore va venir alimenter ta représentation. Okay? Donc on fait ça des 2 côtés, ils se sont bien écoutés, et puis quand il y a plusieurs cartes dans Dixit, la règle dit toujours, on va déposer les cartes sur le plateau de jeu, où vous le souhaitez à la meilleure place pour vous. Donc si je te dis à toi cette phrase, tu es tout seul avec une carte. Ils sont à 2 cartes, mais à 4, et je dis la même phrase. Je vous propose maintenant de déposer votre carte sur le plateau de jeu, où vous le souhaitez, à la meilleure place pour vous. Tu vois le niveau de négociation qu'il va avoir entre eux, sur le plateau, et se créer un espace. Et puis là, on a une question qui va venir, qui va être quel lien y a-t-il entre ces 2 cartes? Et là, chacun répond. Et là, ils assemblent, et on travaille sur la dimension du lien qu'il y a entre les cartes, parce qu'il y a toujours des liens. Que ce soit toi tout seul avec 2 cartes, ou 2 éléments de la famille avec 2 cartes, il y a toujours des liens, au moins un. En français, c'est super parce que c'est quel lien, ça peut être fait singulier au pluriel. En italien, c'est une autre paire de manches parce que le singulier et le pluriel se conjuguent, ligami, ligame. Donc, on a dû trouver une manière de pouvoir le dire, mais en français, c'était plus facile sur ce coup-là. Et puis, une fois que les cartes ont été posées, ces cartes, elles ont été investies. Elles ont été investies, elles ont été chargées. En psychodrame, on neutralise les objets qu'on utilise pour rentrer dans une scène de psychodrame. Et je me suis rendu compte un jour avec les gamins que je n'avais pas neutralisé. Et qu'un jour, il est rentré dans le bureau en me disant « Elle est où ma carte? Est-ce que d'autres enfants ont touché ma carte ?» Alors moi, je dis « Oh, Popo, c'est ma carte d'abord. » Il me dit « Non, pas la tienne, la mienne. » Et j'ai compris que je n'avais pas neutralisé la carte. Donc j'ai développé la clôture, qui est un moment très ritualisé, en gestuel, en mouvement, en bruitage, parce qu'on va faire ce qu'on appelle, les gens connaissent bien quand ils font Dixit, on appelle le tac-à-tac, qui est une séquence de gestes de frotter la carte sur le paquet de cartes pour les remettre n'importe où dans le paquet pour qu'elles puissent être utilisées ou jouées par quelqu'un d'autre. Donc on neutralise, c'est-à-dire que je récupère ma carte Dixit, ce que je n'avais pas fait avec Ryan, parce que tous mes patients, et c'est la famille de Ryan, le père de Ryan, parce que je les appelle toujours Ryan, il faut toujours sauver Ryan. Donc je récupère moi la carte Dixit et je te laisse ta carte Dixit, celle que tu as investie, on la remet dans le paquet et on clôture le jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens, maintenant j'ai des retours, que même après des années, se souviennent de la carte. Moi, je me souviens de la première carte
que j'ai pris dans le premier jeu qu'on m'a fait à la première formation. Je sais exactement laquelle c'est et j'ai aucun effort à devoir faire pour la rechercher. Mais ce qui est formidable aussi, c'est que toi, en tant qu'accompagnant, thérapeute ou intervenant, parce qu'il y a plusieurs, évidemment, niveaux où on peut aller travailler juste dans de l'accompagnement, et puis on peut rentrer un peu plus loin dans le travail de l'intime qui est réservé à la thérapie. Tu te souviens des cartes pour tes patients aussi, parce que tu es rentré dans une histoire. Cette carte, tu l'as co-construite avec lui. Donc tout ce travail de co-construction et d'élaboration, de flottement de la carte d'Ixiste, en fait, elle t'imprègne aussi complètement. Et il suffit de dire à ton patient, par exemple, alors, l'éléphant, là, il en est où, là, pour le moment? Tu n'as rien besoin de dire de plus. Et elle va te dire où il en est dans son processus par rapport à ça. Tu peux faire une reprise du processus et poursuivre la mise en mouvement. Ben, Julien, je te propose de rencontrer Dixis, de rencontrer mon jeu. Alors aujourd'hui, tu nous as délectés, mes étudiants et moi, les gens en visio, en partageant ta pratique pendant toute une journée de conférence, avec beaucoup de générosité, mais j'avais envie, peut-être une manière de un peu clôturer ensemble cette journée. Je vais te demander de choisir la première carte qui parle de comment tu te sens à la fin de cette journée. Aujourd'hui, maintenant et ici. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la présentation de l'entièreté du jeu de cartes, mais bien de me dire stop à la première carte qui te parle pour répondre à cette proposition. C'est OK pour toi? Ok. Bien. Alors, tu vois ici, j'ai mis un plateau, c'est-à-dire une feuille de dessin A3. Est-ce que tu peux m'indiquer sur le plateau de jeu l'endroit où tu veux que je te montre les cartes? Ok, ça marche. On y va? Stop. Arrête là. Ouais. Je t'en prie, prends la carte. Voilà. Alors, je vais juste d'abord récupérer les cartes. Tu peux regarder la carte, tiens-la en main. Peux-tu me décrire cette carte comme si j'étais un peintre qui voulait la dessiner? Tu vas voir un château qui s'élève dans le ciel, un peu comme dans le film Là-haut, le film d'animation, dans lequel tu as des ballons qui font s'envoler la maison. En l'occurrence, là, il s'agit d'un château avec un ciel dégagé, quelques nuages par-ci par-là, simplement pour... Un château qui s'envole dans le ciel, un peu comme dans le film Là-haut, Ouais, c'est ça? Ouais. Dans un ciel dégagé avec quelques nuages par-ci par-là. c'est ça. Ok, ouais. Y a-t-il encore autre chose que tu souhaites me décrire? C'est un château qui a 3 grandes tours. Ok. 3 grandes tours. Ouais. Ok, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors maintenant, je vais te demander de me dire en quoi cette carte te parle, de comment tu te sens à la fin de cette journée, aujourd'hui, maintenant et ici. Ce qui me parle beaucoup dans cette carte, c'est la notion de construction et de légèreté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait à la fois rêver dans le sens de on est en train de s'envoler vers les nuages, il y a quelque chose d'une possibilité infinie. On ne sait pas quel paysage, est-ce que les rencontres qu'on a pu faire aujourd'hui vont nous permettre d'aller explorer. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais il y a cette impression que quelque chose s'est construit, quelque chose s'est bâti avec la grâce et la complexité d'un château, et en même temps qui va nous permettre d'aller voyager vers des paysages qui sont encore inconnus aujourd'hui, qu'on ne voit pas d'ailleurs dans la carte parce qu'on le voit le château par en dessous et qu'on ne voit que le ciel qui est au-dessus. Ah oui. Mais si je m'imagine dans une des tours de ce château, je me dis tiens, quels sont les paysages que l'on va pouvoir explorer demain vis-à-vis de toutes les rencontres qui se sont faites dans cette journée. À la fois la légèreté et en même temps, tu as dit la complexité de la construction, voilà, qui sont, et tu as parlé de la grâce aussi. Ouais.
Voilà, tu faisais ce geste comme ça, ouais. Ok. Et on ne sait pas où il va nous emmener. Alors maintenant, je vais te proposer de déposer ta carte sur le plateau de jeu où tu le souhaites à la meilleure place pour toi. Julien, je te propose maintenant de reprendre ta carte en main et de la regarder une dernière fois. Lorsque tu seras prêt, je te demande de me la remettre face contre terre. Je te remercie. Je reprends maintenant ta carte pour en refaire une carte comme toutes les autres cartes et la remettre n'importe où dans le paquet parmi les autres pour qu'elle puisse être jouée ou utilisée par quelqu'un d'autre. Merci. Merci Bernard. Tu veux faire un petit commentaire? Ouais, c'est très intéressant. J'ai été surpris par la rapidité avec laquelle tu mettais les cartes. Je me disais, en fait, au début, je me suis dit, celle-là aurait été bien, celle-ci aussi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, ça va jamais s'arrêter. Donc, il faut que je capte un truc à un moment donné. Donc, en fait, ça t'empêche de construire la représentation. Ça t'oblige à être dans quelque chose de très, très instinctif, d'intuitif. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Au moment où j'ai compris ça, j'ai arrêté d'essayer d'interpréter dans mon esprit, de sélectionner la carte en fonction de ce qui allait pouvoir faire sens dans quelque chose de construit intellectuellement. Et je me suis dit, ok, connecte-toi à ton vécu, à tes émotions, et à un moment donné, arrête au moment où tu sens que là, il y a un truc qui résonne, sans savoir encore pourquoi, et tu comprendras plus tard. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de particulièrement intéressant. Parce que mon impression, c'est que tu avais choisi une carte, la première ou la deuxième qui t'avait parlé. Ouais, dans les premières, il y avait un truc qui m'a parlé. Tu as réagi à la première, la deuxième, et puis tu as un peu accroché, et puis à un moment donné, stop. Mais là, c'était tac. Ouais. Et comment tu te sens après? C'est très, ça met dans un état poétique, méditatif. C'est très beau. Ça connecte aussi à quelque chose d'intuitif et d'émotionnel. Donc en ça, je vois la puissance de cet outil. Si jamais vous souhaitez découvrir plus en profondeur comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil dans la pratique systémique, je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez aller explorer davantage. Je vous mettrai même des liens vers les formations que propose Bernard dans son institut de formation pour que vous puissiez approfondir encore davantage le sujet. Si vous êtes intéressé par ce type d'outils, qui sont des très bons supports métaphoriques dans les accompagnements, je vous renvoie vers une vidéo que je vais vous mettre juste ici à propos du jeu Graines de rêve, qui est le jeu de Charlie Crétenant. Alors là, c'est plutôt vis-à-vis de l'approche narrative, et je vous mettrai également un lien juste ici vers l'interview de Bernard si vous souhaitez la découvrir. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.